Excellent. Bonjour. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Mon nom est Véronique Proulx, je suis présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec et je suis accompagnée par Alexandre Gagnon, qui est vice-président Affaires publiques, main-d'œuvre et dynamisme régional. Alors, nous vous remercions de nous accueillir aujourd'hui afin d'échanger sur la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec. Tout d'abord, la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est le réseau d'affaires le plus influent au Québec. Alors, on regroupe à la fois les 120 chambres de commerce, de celle de Montréal à celle de Matane, et on représente au total plus de 40 000 entreprises dans toutes les régions, dans tous les secteurs d'activité. Depuis 115 ans, la Fédération, c'est la voix des entreprises et de l'économie québécoise. À travers nos 16 comités de travail, nous travaillons à faire avancer les priorités de nos différentes industries auprès du gouvernement provincial et fédéral. Et nous avons 4 grandes priorités qui sont celles de nos membres que je présente brièvement. Donc, la première, c'est la compétitivité de nos entreprises et de notre économie. Donc, je fais allusion à la fiscalité et également à la réglementation. Il y a l'accès au marché, donc accès aux marchés internationaux, mais également à nos contrats publics. Donc, les gouvernements sont des très grands donneurs d'ordre qui sont importants pour nos membres. Le troisième, le dynamisme économique de nos différentes régions, qui ont des réalités qui leur sont propres. Alors, certaines plus forestières, d'autres plus minières, d'autres dans le secteur manufacturier. Et finalement, et non la moindre, celle qui nous occupe aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Rapidement, quelques données sur la main-d'œuvre et l'immigration, puisque c'est le sujet. Alors, le taux de chômage est à 6 comme vous le savez, 7,1 pour le Canada, avec un taux de chômage un peu plus élevé chez les jeunes. Nombre de postes vacants, 123 000 à travers le Québec. Et les 4 secteurs où on retrouve le plus grand nombre de postes vacants, ce sont le soin de santé et services assistance sociale, qui est un secteur névralgique, fabrication, commerce de détail et services d'hébergement et de restauration. Les 4 grandes régions où on retrouve davantage de postes vacants, et on parle beaucoup de régions, mais dans les faits, c'est Montréal qui a le plus grand nombre de postes vacants, suivi de la Montérégie, la capitale nationale et les Laurentides. On compte au Québec plus de 72 000 postes vacants. Alors, moi, je suis à la FCCQ depuis près d'1 an maintenant. J'ai fait le tour du Québec. J'ai rencontré des entreprises aux 4 coins du Québec. Et l'enjeu numéro 1 dont on parle chez les PME, bien avant les tarifs et la crise tarifaire, c'est la rareté de main-d'œuvre. Alors, la rareté de main-d'œuvre touche toutes les entreprises, de Proco au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui fabrique des poutres pour le ministère des Transports du Québec, à Lepage Millwork qui est dans le secteur de la construction dans le Bas-Saint-Laurent qui exporte aux États-Unis, jusqu'aux hôtels du Grand Montréal. Encore hier, j'étais à Granby pour la journée économique de l'Estrie qui est organisée par la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska. Et là aussi, c'était le sujet numéro 1 auprès de toutes les PME qui étaient présentes. Alors, dans le contexte actuel, dans le contexte économique actuel, avec les défis que connaissent nos régions, on ne peut pas se passer d'immigration si on veut maintenir nos régions vertes et si on veut maintenir la vitalité économique actuelle. Alors, dans ce contexte, la Fédération a consulté les régions via son réseau de chambres de commerce. Et il y en aura d'ailleurs 4 qui seront en commission parlementaire dans les prochains jours: Montréal, Québec, Lévis et également Saguenay-le-Fjord. Nous avons également consulté nos entreprises partout à travers le Québec via nos 16 comités de travail afin de vous présenter aujourd'hui un mémoire qui comporte 32 recommandations. Alors, je ne vous présenterai pas les 32 présentement, mais il nous fera plaisir, bien sûr, de répondre à vos questions par la suite. Pour les prochaines minutes, je vais vous en présenter 7 qui sont dans 4 catégories. Alors, la première catégorie, ça touche le nombre d'immigrants au Québec ou le nombre de travailleurs immigrants. Alors, la Fédération demande d'établir l'objectif de 106 000 nouveaux travailleurs immigrants sur le territoire du Québec dès 2026 et d'ajuster annuellement conséquemment à l'analyse des besoins économiques. La deuxième catégorie, c'est les travailleurs étrangers temporaires. Alors, en collaboration avec le gouvernement fédéral, on demande au gouvernement du Québec de maintenir sur le territoire des travailleurs étrangers temporaires à l'emploi au Québec, soit par le renouvellement de leur permis de travail ou le passage à la résidence permanente. C'est la recommandation numéro 3 dans le mémoire. On demande également de renoncer à la réduction de 10 des travailleurs étrangers temporaires qui sont en emploi au Québec et d'établir conjointement avec le gouvernement fédéral un moratoire sur les restrictions imposées au programme des TET depuis septembre 2024. On en a beaucoup parlé, vous le savez, ces restrictions-là font très, très mal à nos entreprises partout à travers le Québec. C'est la recommandation 16 dans le mémoire. Troisième catégorie de recommandations, ça touche la capacité d'accueil. Alors, on parle depuis des années de la capacité d'accueil de nos régions.
On demande de définir, mesurer et chiffrer la capacité d'accueil par région, c'est la recommandation 4, et également d'adapter notre capacité d'accueil aux besoins économiques de l'immigration, c'est la recommandation 7. Donc, il faut partir des besoins économiques et ensuite travailler avec les régions pour être capable d'adapter notre capacité d'accueil. Et d'ailleurs, le 16 septembre dernier, nous avons organisé une conférence de presse avec plusieurs associations patronales nationales, mais étaient présents aussi les représentants de l'UMQ et la FQM. Et ces derniers mentionnaient que la vaste majorité des localités, notamment en région, n'avaient aucun enjeu à accueillir davantage d'immigration. Quatrième catégorie, la dernière, on vous parle d'allègement et de simplification des processus liés à la reconnaissance des diplômes. Alors, dans un premier temps, la FCCQ demande d'établir la reconnaissance des diplômes et des acquis, puis d'accélérer le processus d'accréditation afférent à l'octroi de permis de travail. On peut penser, par exemple, à quelqu'un qui a un diplôme d'ingénierie qui vient d'un autre pays. Les délais sont excessivement longs pour obtenir la reconnaissance des diplômes, alors qu'on a besoin d'ingénieurs au Québec. C'est la recommandation 31. Ensuite, on demande de poursuivre la simplification de la reconnaissance des compétences des travailleurs étrangers et de mieux communiquer les outils disponibles auprès des employeurs pour faciliter la reconnaissance des acquis des travailleurs. C'est la recommandation 32. Alors, toute la question de la simplification et de l'allègement réglementaire, c'est une demande qui nous vient de toutes nos entreprises dans tous les secteurs d'activité. Et le gouvernement s'est d'ailleurs doté d'une politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et administratif. Il y a clairement un tour de roue à donner important en immigration pour simplifier les processus bureaucratiques liés aux différents processus. Maintenant, je vais vous parler d'une recommandation en particulier où j'aimerais vous donner davantage de contexte, et c'est celle du nombre, des seuils d'immigration dont on a parlé. Alors, il vient d'où notre 106 000 nouveaux travailleurs par année? Bien, on s'est basé sur les données du ministère de l'Emploi. En effet, le Québec aura besoin en moyenne de près de 106 000 nouveaux travailleurs immigrants par année afin de répondre principalement aux besoins des entreprises suite au départ massif à la retraite. Volontairement, nous ne faisons pas la distinction entre l'immigration permanente ou temporaire. Nous parlons de travailleurs. Un immigrant temporaire qui passe à l'immigration permanente, c'est un succès, puis c'est le bienvenu afin de nous assurer davantage de prévisibilité. Mais il faut éviter de déclarer qu'il s'agit d'un nouveau travailleur puisqu'il était déjà à l'emploi au Québec. En comparaison, nous estimons que 112 000 nouveaux travailleurs venant de l'immigration ont intégré les entreprises québécoises en 2024. Pourtant, la proposition la plus généreuse sur la table actuellement de la part du gouvernement, en présumant que le fédéral ne répondra pas positif à sa demande de réduire le census d'immigrants temporaires, bien, ça nous permettrait d'accueillir au mieux 16 650 nouveaux travailleurs immigrants par année par le programme d'immigration permanente. Alors, le meilleur des scénarios qui est sur la table, il est nettement insuffisant et engendrerait des défis titanesques pour notre économie. Ce serait une catastrophe pour nos régions, pour des entreprises. Alors, en conclusion, bien que nous ayons de nombreuses autres recommandations dans le mémoire, ce que les employeurs demandent le plus, c'est de la prévisibilité. Les entreprises qui ont des projets d'investissement pour automatiser, pour robotiser, les entreprises qui pensent à investir à l'étranger, les entreprises qui prévoient diversifier leur marché d'exportation, ils ont besoin de savoir s'ils auront les travailleurs en quantité puis en qualité au cours des 5 à 10 prochaines années. Puis quand je parle de qualité, bien, c'est des gens qui auront les compétences, les diplômes qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du marché du travail. Nous avons bien entendu le discours du premier ministre la semaine dernière, le discours d'ouverture, où il mentionne la volonté d'accélérer la réalisation de grands projets énergétiques et d'infrastructures. Et c'est bien accueilli, bien sûr, d'avoir cette volonté-là. Mais pour réaliser des grands projets comme ceux-là, surtout qu'on veut accélérer, bien, ça va nous prendre des travailleurs et ça va nous prendre davantage d'immigration. Alors, on ne peut pas remplacer un installateur de pylônes électriques par un robot. Un diplômé en chimie de l'Université Montréal n'ira pas occuper un poste de soudeur à Bécomo. Nous ne réclamons pas 106 000 travailleurs immigrants par année par idéologie, mais par nécessité économique. Il est plus que temps de passer à l'action dans ce dossier. Alors, je vous remercie pour votre écoute et ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci pour votre présentation. Je vais m'attarder sur votre cible de 106 000 nouveaux travailleurs par année sur le territoire québécois. Est-ce que vous comptez les demandeurs d'asile qui arrivent? En moyenne, il arrive à peu près 45 000 demandeurs d'asile à chaque année. Plus de 60 % resteront ici et ne quitteront pas. Est-ce que vous les comptez? Alors, nous, on fait vraiment référence à 106 000 travailleurs immigrants économiques, tant temporaires que permanents.
ça l'exclut le 200 000, je regarde mon collègue Alexandre. Oui, effectivement, si on a des permis de travail qui sont en emploi, qui sont capables d'intégrer un milieu de travail, ça va compter dans notre 106 000. Oui, effectivement, on parle de travailleurs qui répondent aux besoins d'une entreprise. Si ça l'est, oui, effectivement, ça va y répondre. C'est un nombre total et global de travailleurs. OK. Donc, 106 000 nouveaux travailleurs par année, qui soient permanents ou temporaires, qui soient demandeurs d'asile, c'est pas ça votre préoccupation. 106 000, j'ai regardé ça, là, c'est pas mal de monde. Repentigny, 80 000 de population, Brossard, 97 000, Saint-Jean-sur-Richelieu, 100 000, Trois-Rivières, 120 000. C'est à peu près l'équivalent d'ajouter Trois-Rivières à chaque année au Québec. Ça a pris 391 ans pour passer de 0 citoyen à 120 000 citoyens à Trois-Rivières. Mais nous, il faudrait qu'on rajoute l'équivalent presque de Trois-Rivières à chaque année, un nouveau Trois-Rivières de plus à chaque année, avec les infrastructures puis tout ça. Mais là, vous nous dites 106 000 travailleurs. Soyons sérieux et rigoureux. Tous les adultes qui arrivent ne travaillent pas. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux d'activité des adultes, c'est 69,4 %. Donc, pour avoir 106 000 adultes qui travaillent, il faut ajouter 47 000 adultes de plus. Il faut avoir 153 000 adultes pour avoir 106 000 adultes qui travaillent. Mais c'est pas tout, parce que quand on fait venir 153 000 adultes, si on fait venir 153 000 personnes, bien, ça vient avec des enfants, parce qu'il y a 23 % d'enfants dans nos immigrants lorsqu'ils arrivent. Donc, si je veux 106 000 travailleurs, il faut que je fasse venir 153 000 adultes. Quand je fais venir 153 000 nouvelles adultes sur le territoire, bien, ça veut dire que je rajoute 35 000 enfants. Donc là, 106, on arrive à 188 000 nouvelles personnes sur le territoire par année, comptant les adultes qui ne travaillent pas. Vous l'avez dit, pour les demandeurs d'asile, bien, on compte ceux qui travaillent. Là. Ceux qui ne travaillent pas, on ne le compte pas dans notre 106 000. Puis les enfants, ils ne travaillent pas. Donc là, vous nous proposez d'ajouter pas Trois-Rivières, finalement. Sherbrooke, c'est 184 000. Fait qu'il faut ajouter la ville de Sherbrooke au complet l'an prochain sur le territoire du Québec. Rien que ça. On va-tu être capable de construire l'équivalent de la ville de Sherbrooke quelque part entre le 31 décembre 2025 puis le 31 décembre 2026? Permettez-moi d'en douter. Si vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres qu'on vient de se dire, c'est le temps de le dire, mais vous m'avez préalablement dit que ce sont réellement des travailleurs. On ne compte pas ceux qui ne travaillent pas. Oui. Alors, dans un premier temps, encore une fois, les 106 000 travailleurs, c'est pour répondre aux besoins des entreprises et des régions dans le secteur de la santé, fabrication, commerce de détail, tourisme. Fait que notre priorité à nous, c'est de dire si on veut maintenir l'activité économique en région, voici les besoins des entreprises au cours des prochaines années si on veut maintenir une croissance économique. Maintenant, dans le mémoire, on a mis plusieurs recommandations liées à la capacité d'accueil. Je vais laisser mon collègue Alexandre peut-être y faire référence. Oui. On a quand même un constat où on est dans une situation démographique assez inquiétante, là, où, oui, effectivement, c'est beaucoup de gens qu'on demande d'intégrer le marché du travail pour une simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont quitter le marché du travail dans les prochaines années. Et pour soutenir toutes ces personnes-là qui vont arriver à la retraite, on aura besoin de beaucoup de personnes qui vont intégrer le marché du travail. On n'aura jamais eu dans l'histoire autant peu de travailleurs pour soutenir le nombre de personnes qui ont quitté le marché du travail. Donc, nécessairement, on aura besoin de nouveaux travailleurs. Maintenant, si on prend la répartition actuelle du nombre de comment on sélectionne nos immigrants, évidemment, vos chiffres seraient bons, mais évidemment, nous, on recommande de rehausser quand même le niveau de travailleurs économiques qui sont en plus bas âge, qui ont un taux d'activité pratiquement à toute fin pratique de 100% pour les personnes qui sont en âge de travailler. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes profils. Il ne faut pas mettre l'ensemble des types d'immigration sous le même niveau. Donc, ce qui permet de réduire votre chiffre de façon assez importante. Maintenant, effectivement, ça aura des impacts sur notre capacité d'intégration. On l'a bien mentionné, la capacité d'intégration, on est d'accord avec vous, n'est pas illimitée.
certainement, mais ça serait bien de la quantifier. Ce n'est pas égal partout dans l'ensemble des régions, ce n'est pas égal partout dans tous les secteurs d'activité non plus. Il y a toute importance de dire si on prive le marché du travail, les entreprises de dizaines de milliers de travailleurs, dites-nous l'impact réel économique qu'aura ce privé des milieux de travail de ces travailleurs-là. Et prenons action sur quels sont les enjeux réels, quels sont les enjeux précis sur lesquels on doit corriger afin d'augmenter notre capacité d'intégration. Donc, quand on veut définir, lorsqu'on veut chiffrer, c'est pour savoir où seront mieux investis nos chiffres, où seront mieux investis les données publiques, ou quelles seront les bonnes actions à prendre en lien avec les mesures, les politiques publiques dans le cadre de l'intégration. Vous avez investi des dizaines de millions de dollars dans les dernières années pour augmenter la capacité d'intégration des régions. On vous le félicite de l'avoir fait. C'est une bonne chose à faire. Maintenant, c'est pas vrai que ça n'a eu aucun impact. Ça nous a aidé à rehausser notre capacité, mais on ne l'a pas quantifié, ce rehaussement-là de capacité. Donc, tant qu'on ne l'a pas. Et l'impact économique, effectivement. Donc, il va falloir faire ce calcul-là. Okay. Bon. Je pensais qu'on s'était mal compris, mais finalement, je vous avais compris. Pour avoir 106 000 nouveaux travailleurs migrants, vous ne comptez pas un travailleur étranger temporaire qui deviendrait permanent, parce que ça, ce n'est pas un nouveau travailleur, il faut qu'il y arrive au Québec. 188 000. Là, vous dites qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil. Sérieusement, nous sommes déjà en situation de crise du logement. Je ne prétends pas d'aucune manière que la crise du logement est causée par les nouveaux arrivants, mais quand on ajoute 188 000 personnes, ou même 50 000 ou 70 000 personnes dans un marché où il y a une crise du logement, il me semble qu'on ne tient pas compte de la capacité d'accueil. Alors, si je peux me permettre, quand on parle de capacité d'accueil, ça fait des années que les employeurs, particulièrement les grands employeurs qui accueillent des travailleurs étrangers temporaires, ils lèvent la main et disent « Nous, on veut faire partie de la solution. » On construit, on achète, on rénove, on veut travailler avec les acteurs régionaux, on veut travailler avec les différents représentants du ministère. Cette concertation-là régionale n'a pas eu lieu. Puis ça, les employeurs sont là, ils veulent faire partie de la solution. Fait que ça, je vous lance l'invitation, on est là, puis on veut trouver des solutions dans chacune des régions qui soient adaptées. Maintenant, dans le contexte économique actuel, les entreprises nous disent quelles sont mes options. Est-ce que je reste en région où je ferme puis je me déplace aux États-Unis parce que j'en ai pas de travailleurs? Et souvent, ce sont des grands piliers industriels qui assurent le développement économique régional puis qui font vivre toute une communauté d'affaires autour d'eux. Alors, je reviens encore une fois, soit on a davantage d'immigration pour permettre à nos entreprises de rester en activité en région, soit ils réduisent leur niveau d'opération ou ils déménagent de l'autre côté de la frontière où c'est attirant. Fait que l'enjeu j'entends votre capacité d'accueil, mais nous avons besoin davantage d'immigration si on veut maintenir notre vitalité économique. Bien sûr que la productivité, c'est important, c'est hyper important, il faut en faire plus. Il n'en demeure pas moins qu'on a besoin de bras, qu'on a besoin de cerveau si on veut être capable de faire fonctionner nos différentes entreprises. Oui, mais cette préoccupation de l'économie régionale, on l'a en commun, absolument. Vous m'avez entendu, c'est certain, interpeller le gouvernement fédéral sur les mesures mur à mur qui appliquent. Il ne tient absolument pas compte du logement ou des réalités économiques. Pour lui, Montréal, Québec, Bécomo, Val-d'Or, Magog, même combat. Ils font aucune nuance. Nous, on dit, écoutez, là, Montréal-Laval, c'est une chose. Il faut réduire absolument Montréal-Laval avec, bien sûr, je le répète, une sensibilité particulière pour éducation, santé, construction, agriculture. On permet des renouvellements et des arrivées de travailleurs étrangers à Montréal-Laval, mais seulement pour ces catégories-là. Pour le reste, il faut réduire. Puis, ce qu'on demande, c'est la clause grand-père, qu'Ottawa arrête d'arracher des travailleurs étrangers temporaires qui font fonctionner nos manufactures, qui gardent ouvert le dernier restaurant ou l'épicerie du coin. Là, c'est un non-sens. Puis je l'ai dit, je pense, assez fortement. Mais ça, on parle d'un maintien. On ne parle pas d'une explosion du côté du gouvernement de nouveaux travailleurs étrangers temporaires. On pense qu'il faudrait une clause grand-père dans les régions à l'extérieur de Montréal, Laval, mais c'est quand même tout un changement parce que
M. Milliard, qui était à la tête de la Fédération des chambres de commerce il n'y a pas si longtemps, nous disait « Ce qui nous préoccupe, c'est la capacité d'accueil. Toutes les entreprises aimeraient avoir davantage de monde, mais il n'y a pas de logement disponible. » Ça, c'était Charles Milliard. Là, il n'y a pas plus de logements disponibles, mais il faudrait rajouter l'an prochain l'équivalent de la ville de, je ne sais pas, quelque part entre Saint-Jean-sur-Richelieu puis Trois-Rivières. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Charles Milliard a fait cette déclaration? Bien, il y a eu une crise économique sans précédent. Nos entreprises, depuis janvier dernier, sont secouées et ça est venu changer complètement la donne au niveau de nos perspectives et de nos possibilités. Fait que la première des choses que l'on dit, c'est que nos entreprises qui ne sont pas affectées par la guerre tarifaire, il faut leur permettre de faire rouler l'économie régionale. Il faut leur donner accès aux travailleurs étrangers temporaires, aux travailleurs qu'ils ont besoin. Puis un exemple, je reprends l'exemple de Proco, qui est au Saguenay. Ils font des poutres pour les ponts pour le ministère des Transports du Québec. On parle de chantiers importants dans le secteur des infrastructures, on parle d'Hydro-Québec, etc. C'est un fournisseur important. Plus de 50 de ces travailleurs sont issus de l'immigration, sont des travailleurs étrangers temporaires. Alors, cette entreprise-là n'est pas affectée par la guerre tarifaire, capable de faire fonctionner l'économie régionale. Est-ce que quelqu'un qui est à Montréal ou un baccalauréat en sciences de l'Université de Sherbrooke va aller travailler comme soudeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean? La réponse, c'est non. C'est la première des choses. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'économie de majeur qui veut secouer nos entreprises. Et on a très peu de contrôle sur ce que le président Trump va faire, mais je le martèle depuis janvier, depuis le début de la crise. Nos gouvernements doivent regarder les leviers sur lesquels ils ont du contrôle pour donner de l'air à nos entreprises, puis stimuler l'investissement. Puis les travailleurs étrangers temporaires et l'immigration, c'est un des principaux leviers. Et c'est tout ce dont nous parlent nos entreprises. C'est particulièrement vrai depuis l'automne dernier, où les gouvernements ont mis en place des restrictions qui avaient été saluées de part et d'autre. Alors ça, pour nous, là, c'est un enjeu important. Maintenant, depuis janvier, on travaille de très près avec la FQM et l'UMQ pour voir quelles sont les solutions. Le message a été très clair. Laissez-nous établir notre capacité d'accueil puis développer cette capacité d'accueil-là. Puis je termine avec mes entreprises, les entreprises qu'on représente. Je peux vous donner l'exemple de Premier Tech à Rivière-du-Loup. Je peux vous donner des exemples d'entreprises au Saguenay. Lorsqu'ils reçoivent des gens qui soient permanents ou temporaires issus de l'immigration, ils font tout en leur pouvoir pour les franciser, les accompagner puis s'assurer que ces gens-là s'intègrent dans les régions et veulent garder leurs travailleurs. Et si on veut maintenir, encore une fois, le niveau d'activité économique, on ne peut pas réduire l'immigration. On va réduire notre niveau économique, la création de richesses pour le Québec. Mais je suis d'accord avec vous. En fait, c'est indéniable. Depuis 2023, depuis la déclaration de M. Milliard qui dit, ben oui, tout le monde veut plus de monde, mais il n'y a pas de logement. Vous avez dit les choses ont changé. Donald Trump est arrivé. La crise tarifaire est là. Il faut en tenir compte. Effectivement, c'est certain. Il faut aussi tenir compte du fait que le taux de chômage a augmenté. Le taux de chômage est plus élevé maintenant qu'en 2023. Donc, il y a plus de gens en ce moment qui cherchent un emploi. Et oui, c'est plus grave à Montréal, mais quand je regarde, même d'un point de vue régional, dans la capitale nationale, le taux de chômage 2023 était 2,7 %. Maintenant, il est 4,1 %. Je peux y aller, tiens. Dans l'Anaudière, il était 3,7 %. Maintenant, il est 4,6 %. À Mauricie, il était 4 %. Maintenant, il est 5,4 %. Donc, le taux de chômage, pas seulement à Montréal, a augmenté dans presque toutes les régions du Québec. Donc, oui, il y a eu la crise tarifaire, mais il y a aussi une main-d'œuvre en ce moment qui cherche un emploi. Bon, surtout les jeunes qui ont été plus durement frappés que les autres. Je sais que le taux de chômage chez les jeunes est tout le temps plus élevé que chez les plus âgés, mais là, ils ont payé plus cher que les autres encore. Et donc, il y a des gens qui cherchent un endroit. Vous nous dites, donc moi, je parle de taux de chômage, je parle des logements. Vous nous dites, mais les employeurs sont à la recherche de solutions. C'est vrai, j'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs qui disent, bien, moi, j'ai acheté 2 sixplex pour loger mes travailleurs étrangers temporaires, donc j'ai vraiment aucun impact sur le marché locatif. Et là, c'est parce que ça fait 12 logements qui sont sortis du marché. Donc, ils sont plus là, ils sont plus disponibles pour les Québécois. Il y a des gens qui disent, bien, moi, j'en ai fait construire. Bien, c'est formidable. Là. Je veux dire, ils ne sont pas là à attendre que les logements sortent de terre. Ils bâtissent les logements. Très bien. Mais on est en pénurie de main-d'œuvre pour bâtir des logements. Pendant qu'on a bâti ces logements-là, bien, on n'a pas bâti d'autres logements. Et ces entrepreneurs-là, qui sont en mode solution pour le logement, je le reconnais, c'est vraiment un sens de l'initiative, mais ils ne bâtissent pas une école aussi, là. Or, on a de la misère à agrandir nos écoles assez vite pour l'arrivée de tous les élèves résidents non permanents. 18 000 en 18 mois. On n'est pas capable de bâtir, acheter assez de modulaires.
Donc, mon avis, c'est qu'il faut avoir une lecture très, très différente entre Montréal, Laval et le reste du Québec. Il ne faut pas avoir une approche mur à mur. Il faut regarder les besoins économiques régionaux. Il faut être capable d'appliquer une clause grand-père quand on en a besoin d'une. Il faut tenir compte de la langue française. Mais penser qu'on peut accueillir, 188 000 personnes l'an prochain, d'un seul coup, des nouveaux Québécois, là. Pas des étudiants qui deviennent des permanents ou des TET qui deviennent des permanents, non, 188 000 nouveaux Québécois par-dessus tout le reste. Honnêtement, je pense que ça répond à des besoins très, très ciblés de vos membres, mais que c'est contraire à l'intérêt national du Québec. Alors, ce n'est pas nécessairement nos membres, ce sont les entreprises du Québec. Et si on veut pouvoir offrir davantage de programmes sociaux, créer de la richesse, ça va passer par la croissance et la pérennité de nos entreprises. Alors, je vous entends très bien sur la capacité d'accueil et les défis. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut partir des besoins économiques, puis il faut travailler avec les acteurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur de la construction qui ont beaucoup de solutions à proposer au gouvernement pour accélérer, faciliter, accélérer la construction de logements abordables également. Si on revient aux scénarios qui sont proposés, qui sont de 25 000 à 45 000, on est en train de dire à des entreprises qu'elles vont devoir réduire la production, réduire les services, puis ultimement, ce sont nos régions qui vont fermer. Alors, je pense qu'il faut le remettre dans la balance également. Je m'excuse de vous interrompre. On va poursuivre les discussions avec le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Alors, bon après-midi, bonjour. Merci pour votre mémoire, merci d'être là. J'ai écouté, Monsieur le ministre, vous poser des questions et c'est pas toujours facile à suivre parce que récemment, il y avait un article qui a été publié dans la presse par Mme Fanny Lévesque, la journaliste, qui disait, et je cite, « Québec a complètement changé d'approche depuis que des commerçants et des entrepreneurs aux quatre coins de la province menacent de fermer boutique. Si Ottawa ne fait pas marche arrière. » Donc, le gouvernement du Québec demandait au fédéral de serrer la vis parce qu'il y avait trop de monde. Puis là, une fois que le fédéral serre la vis, le gouvernement du Québec dit non, ils n'ont pas serré la vis comme il faut, ils l'ont trop serré. C'est pas facile à suivre venant d'un même gouvernement qui fait des demandes à gauche, à droite, en haut, en bas. Bref, on ne s'y retrouve plus. Moi, j'aimerais vous entendre un peu sur l'importance en immigration de bien planifier et de la prévisibilité. Absolument. Alors, la prévisibilité, vous le savez, c'est clé quand on est en affaires, quand on est dans le secteur privé. On a besoin de prévisibilité pour planifier nos projets d'investissement, pour planifier nos projets de développement. Et la plupart des entreprises que je croise ont des ambitions. Quand on est entrepreneur, généralement, là, on veut faire croître notre entreprise, on veut être capable de prendre plus de parts de marché, que ce soit local ou international. On veut créer de la richesse, on veut employer des gens. Et pour ce faire, on a besoin de savoir si on aura accès au talent en quantité puis en qualité. Puis la qualité, j'y reviens encore une fois, c'est vraiment de savoir si je planifie, je suis un proco, puis je planifie augmenter ma capacité de production, j'ai besoin de davantage de soudeurs. Et au Québec, là, il n'y en a pas beaucoup de diplômés en soudure. Donc, nécessairement, ça va venir de l'immigration. Est-ce que je vais avoir la capacité d'en attirer davantage? Est-ce que les règles vont être les mêmes ou ça va changer dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans? Puis c'est clair qu'il y a eu un manque de prévisibilité tant au niveau du gouvernement provincial que fédéral. Il y a eu un va-et-vient constant au cours des dernières années au niveau des 2 paliers. Puis je vous dirais que depuis des années, là, ça fait longtemps que je suis dans l'associatif, que je représente des entreprises, puis je parle des enjeux de main-d'œuvre. Et ça fait des années que le fédéral et le provincial se lancent la balle sur la question de l'immigration. Et ça, c'est fait au détriment de nos entreprises, puis j'y reviens, au détriment de notre économie. Une entreprise, Lepage Millwork, le dit publiquement, projet d'investissement important, là, plusieurs millions de dollars pour agrandir son usine. Il le fait-tu ou il ne le fait pas? Parce qu'il ne sait pas s'il va avoir les travailleurs nécessaires. Les travailleurs, ce n'est pas juste des postes d'entrée, c'est des postes spécialisés avec des qualifications précises. On demande aux entreprises d'investir en automatisation, en robotisation, en intelligence artificielle. Mais ça prend des bonnes compétences, ça prend des gens qui ont ces talents-là. Alors, la prévisibilité, elle est clé. Le ministre faisait référence tout à l'heure au taux de chômage chez les jeunes qui est plus élevé, il est à 11 %. C'est vrai que c'est préoccupant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation entre nos diplômés ou les chercheurs d'emploi de façon générale et les postes qui sont disponibles. Alors, je le dis souvent, un diplômé de sciences, de biochimie de l'Université Sherbrooke,
Il ne va pas aller travailler chez Proco en soudure, puis il ne va pas aller travailler sur la Côte-Nord comme préposé aux bénéficiaires. Il y a une inadéquation entre nos diplômés, nos chômeurs et les postes. Et ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années que c'est pelleté par en avant comme problème. Et c'est ce qui fait qu'on doit se retourner vers l'immigration, qu'elle soit temporaire ou permanente. Donc, la prévisibilité, encore une fois, c'est clé dans le contexte économique actuel où on a zéro prévisibilité du côté américain. Il faut s'assurer que nos gouvernements, provincial et fédéral, nous donnent plus de prévisibilité sur les leviers avec lesquels ils ont du contrôle, dont l'immigration. Je vous remercie. J'aimerais aussi vous entendre parce que je comprends qu'avec la Fédération, vous représentez des entreprises dans l'ensemble du Québec, dans toutes les régions. Et dans le cahier de consultation du gouvernement, il y a 3 scénarios, 2 ABC. Dans le scénario 2A, pour l'immigration permanente, en 2026, on parle de 25 000 personnes. Si c'est le scénario qui est retenu, on sait par ailleurs qu'il y a 142 000 personnes en attente de résidence permanente au Québec qui ont des CSQ. Là. Ça va être quoi l'impact chez les gens, chez les entreprises que vous représentez? Dans un premier temps, c'est les petites et moyennes entreprises qui vont être affectées parce que souvent, les grands employeurs ont plus de moyens que les employeurs soit dans le secteur public ou privé. Là. Fait que c'est davantage nos PME en région où les taux de chômage sont très faibles qui vont être affectés. On parle d'entreprises qui vont, dans le secteur manufacturier, par exemple, fermer des lignes de production, donc des quarts de travail, qui vont être contraints de cesser la production de certains produits. Dans le secteur agroalimentaire, qui est un secteur essentiel au Québec. Là, si on n'a pas d'immigration, on va se le dire, dans nos abattoirs, dans nos usines de transformation, je pense à Alimensta, justement, à Rivière-du-Loup, bien, on parle, encore une fois, de fermeture, de réduction de la production, de fermeture de certaines usines. Dans le secteur du commerce de détail, des épiceries, on l'a vu pendant la pandémie, là, des entreprises, des Tim Hortons, des restaurants qui étaient plus ouverts. On n'avait pas d'endroit où s'arrêter quand on se déplaçait en région. Bien, c'est ce qui risque de se produire. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de gens qui quittent le marché du travail que de gens qui arrivent sur le marché du travail. Donc, 25 000, c'est insuffisant pour maintenir le niveau d'activité économique. Et c'est pas vrai que l'automatisation, la robotisation, la numérisation, ça va tout régler. On va encore avoir besoin de gens dans l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, je comprends que ça aurait un impact très significatif sur l'économie du Québec, mais surtout sur les PME et surtout sur les régions. Est-ce qu'on s'entend? Exactement. Nos PME en région, ce seront les premières touchées. Puis par la suite viendront les grandes entreprises. Alors, pour l'instant, ce n'est pas une urgence pour eux parce qu'ils arrivent à s'en sortir dans le contexte actuel. Mais quand je parle avec les grands employeurs, ils nous disent quand on regarde les départs à retraite au cours des 3, 5, 10 prochaines années, on est excessivement préoccupé parce qu'on ne sait pas où on va réussir à aller chercher ces travailleurs-là. Alors, c'est un enjeu qui est criant pour les PME aujourd'hui, puis qui, à moyen et long terme, préoccupe beaucoup les grands employeurs en région. Je vous remercie. On a écouté, plus tôt cette semaine, on a eu des représentants du secteur agroalimentaire, de l'alimentation générale. Il y en a qui nous ont parlé, évidemment, des abattoirs. Souvent, on entend, oui, mais les PME devraient se robotiser, donc ça réglerait leurs problèmes. J'imagine que c'est quelque chose avec lequel vous parlez aux différentes entreprises. Est-ce que toutes les entreprises peuvent entièrement être automatisées, robotisées? Dans les abattoirs, il y a peut-être une partie de robotisation qui existe, mais à un moment donné, j'imagine qu'il va falloir des travailleurs aussi. Puis, est-ce qu'on s'entend pour dire que la souveraineté alimentaire du Québec, c'est fondamental? Est-ce que ça pourrait avoir un impact là-dessus? La souveraineté alimentaire du Québec, elle est fondamentale. On l'a vu pendant la pandémie, il y a des secteurs qui sont névralgiques pour notre économie, pour assurer notre souveraineté. L'agroalimentaire en fait partie. Et vous avez raison de dire que dans les abattoirs, notamment, la technologie pour la découpe, elle n'existe pas. Moi, je parle avec des chefs d'entreprise qui ont fait le tour du monde, qui participent à des foires commerciales, qui vont voir la concurrence pour voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se développe. La technologie n'est pas au rendez-vous. Ça, c'est la première des choses. Quand je regarde l'ensemble, si je regarde le secteur manufacturier, pour beaucoup de PME, c'est pas nécessairement, on ne peut pas juste mettre un robot en place puis ça va tout régler. Parce qu'on a beaucoup de PME qui font du sur-mesure, donc qui ne font pas de la production de masse. Si on parle de production de masse, on pense au secteur automobile en Ontario, on peut investir, on va avoir un retour sur investissement, puis la technologie existe. Dans nos PME, la situation, la réalité est très différente. Puis j'ai envie de vous dire, si la solution était technologique, ça ferait longtemps qu'il y en aurait plusieurs qui ont investi là parce que c'est tellement difficile au Québec depuis des années de trouver des travailleurs qualifiés.
ça ferait longtemps qu'ils auraient investi. Souvent, c'est qu'on n'a pas d'autres options, on n'a pas d'alternative. Une des autres options qui est suggérée, 2B, c'est un seuil de 35 000. C'est aussi ce que le Parti québécois publiait dans son document sur l'immigration. Bon, c'est un peu mieux que 35 000, mais j'imagine que ce ne serait pas suffisant non plus et que ça aura un impact sur les PME et les régions du Québec. Bien, j'y reviens, puis je vais laisser mon collègue compléter. Mais le 106 000, c'est ce qu'on a besoin pour maintenir le niveau d'activité économique et pour compenser pour les départs à la retraite. Ce sont les chiffres du ministère de l'Emploi, ce sont des données réelles, ce sont les données sur lesquelles on s'appuie. Alexandre? Et puis, vous avez parlé de productivité, vous avez parlé d'automatisation. On a essayé de regarder l'écart entre les besoins qui ont été identifiés et les propositions qui sont sur la table. On parle, c'est l'équivalent d'une productivité pour compenser cet écart-là de 2 par année. Donc, vous demandez, depuis les 40 dernières années, on a une moyenne de 1 d'augmentation de productivité au Québec. On nous demande de doubler cette productivité-là uniquement pour compenser la diminution du nombre de travailleurs qui vont partir du marché du travail, qu'on ne remplira pas grâce à l'immigration. Donc, c'est un phénomène, évidemment, impossible à régler et qui nous demande, oui, de se révolutionner, mais qui ne trouvera pas de solution à court terme. Nous, les régions, c'est fondamental. L'économie aussi, on en parle souvent d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de forums régionaux pour mieux planifier les besoins des différentes régions du Québec? Parce que quand je regarde tout ça, il me semble qu'une formule mur à mur n'est pas la meilleure option. C'est mieux de faire du sur-mesure, je l'ai dit dans le passé. Mais j'aimerais avoir votre expertise là-dedans, compte tenu que vous parlez à l'ensemble des régions. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait bénéfique pour qu'à la fin, le gouvernement prenne des décisions qui soient réalistes et qui ne nuisent pas aux régions? Absolument. Moi, je pense que ce soit un forum, un autre véhicule, l'important, c'est de pouvoir réunir nos chambres de commerce régionales parce qu'elles ont vraiment le pouls du terrain avec les représentants de la FQM et de l'UMQ selon les régions. Puis de mettre les acteurs économiques autour d'une table, ça fait des années qu'on parle de ça, pour être capable de définir la capacité d'accueil et de voir concrètement là, qui fait quoi, comment on le fait. En région, on a aussi les CRPMT, les commissions, les CRPMT. Les conseils régionaux du marché du travail. Exactement, qui est un bras du ministère de l'Emploi en région, où on a des employeurs, des représentants syndicaux et également le gouvernement. Ça pourrait être le porteur de ballon, si vous voulez, de cette réflexion-là en région, ou du moins l'impliquer. Donc, ça prend des discussions régionales. On est tout à fait d'accord qu'on doit impliquer les régions, puis ça ne peut pas être du mur à mur. Les besoins et la réalité, elle est très différente d'une région à l'autre. Présentement, le programme de l'expérience Québec, le PEC, est suspendu. Aviez-vous été avisé à l'avance? Est-ce qu'il y a eu des consultations avec votre organisme avant la suspension? Non, il n'y a malheureusement pas eu de consultation et c'est dommage puisque le programme de l'expérience québécoise était celui qui assurait le plus de prévisibilité à l'ensemble des acteurs. Donc, on savait que lorsqu'on avait un travailleur issu d'immigration qui correspondait à certains critères, il aurait automatiquement accès à un certificat de sélection, éventuellement à la résidence permanente. C'est ce qui permettait d'investir dans le travailleur, d'investir dans nos chaînes de montage à long terme, sachant qu'on pourrait bénéficier de ce travailleur-là à plus long terme. Donc, lorsqu'on parlait de l'importance de la prévisibilité, le programme de l'expérience québécoise est le modèle idéal pour assurer cette prévisibilité-là et assurer qu'on pourra faire des plans à long terme. Et là, je comprends que dans vos membres, vous avez probablement des gens chez qui ils ont des travailleurs qui sont arrivés ici, voulant se prévaloir éventuellement du PEC. Ils s'en sont prévalus, ils ont obtenu un CSQ, puis là, c'est suspendu, fait qu'ils ne peuvent pas rien faire. En fait, une fois qu'ils ont eu leur certificat, ou une fois qu'ils ont eu leur PEC, ils ont eu leur certificat de sélection, ce qui les bloque, rendu là, c'est les seuils d'immigration qui sont donnés par le Québec à Ottawa afin de donner ces résidences permanentes-là. Donc, c'est là toute l'importance d'avoir des seuils au niveau de la résidence de l'immigration permanente beaucoup plus élevés afin de permettre de passer ces personnes-là qui sont dans une certaine précarité, et l'employeur également, qui ne sait pas s'il va pouvoir continuer à bénéficier de ce travailleur-là en raison des seuils qui sont trop bas par rapport aux travailleurs qu'on a besoin.
Si je peux me permettre, Oui, là, sur oui, la allez-y. question du PEC et la question de l'immigration, là, c'est notre propre gouvernement qui est en train de créer une crise auprès des entreprises. On est déjà la crise tarifaire et tout ce qui se passe au niveau géopolitique mondial. Et là, c'est pourquoi je dis nos gouvernements, provincial, fédéral, c'est un levier sur lequel ils ont du contrôle. Ils pourraient nous aider, ils pourraient aider nos entreprises. Et je reçois constamment des messages d'employeurs dans tous les secteurs d'activité qui disent on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne nous laisse pas garder nos travailleurs étrangers temporaires puis faciliter la résidence permanente alors qu'ils sont en région, qu'ils sont francisés, qu'ils sont intégrés dans leur communauté. Et on ne comprend pas pourquoi nos gouvernements ne nous permettent pas d'accueillir davantage d'immigrants pour nous permettre de jouer notre rôle à nous. Nous, notre business, ce n'est pas de faire venir l'immigration, c'est de faire fonctionner nos entreprises, d'offrir des services, de développer des produits, d'innover. Alors, je voudrais que j'y reviens, là, il y a une incompréhension puis une frustration de la part des employeurs partout à travers le Québec. Et Monsieur le ministre parlait précédemment avec d'autres groupes du programme, du nouveau programme, en fait, le PSTQ. Oui. Mais je comprends qu'il y a différents volets, là, différents niveaux, mais c'est sur invitation. Donc, pour les entreprises, est-ce que ça permet moins de prévisibilité que le PEC? Effectivement, c'est un bon programme sur le fond, le PSTQ, les critères, tout ce qui est autour de ça, on l'avait supporté à l'époque. Mais le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va être invité, quels seront les profils qui seront invités à déposer leurs demandes, évidemment, ça amène un contexte complètement instable et de questionnement, d'imprévisibilité. Donc, il va falloir trouver une méthode à ce que les invitations faites par le PSTQ soient davantage prévisibles et qu'on puisse davantage savoir quelle serait la durée de ce passage temporaire-là avant de bénéficier d'une résidence permanente. Et dernière question, un dossier qui m'intéresse au plus haut point, c'est toute la question du regroupement familial. On sait que les délais sont très, très longs au Québec. Est-ce que les entreprises dans votre organisation vous en parlent? Est-ce que c'est un enjeu particulier? Est-ce que ça pose des problèmes pour certains? Est-ce qu'il y a des travailleurs qui ne viendront pas parce que les délais sont trop longs ou qui vont aller ailleurs au Canada? Ou qui vont repartir s'ils n'arrivent pas à faire venir leur famille. Tu sais, je vous dirais que là, on est vraiment dans les drames humains. Fait que oui, les employeurs ont besoin de travailleurs pour répondre à leurs objectifs et à leur volonté de croître, mais il y a aussi tous les humains qui les accompagnent via l'immigration temporaire et permanente, en fait, j'ai envie de vous dire. Alors ça, on entend beaucoup parler. Malheureusement, on a très peu de contrôle sur ces situations-là, mais la résultante pour l'employeur, c'est quelqu'un qui va choisir justement d'aller dans une autre province. On l'a souvent entendu en Ontario, les provinces atlantiques, surtout pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont anglophones ou issus des Philippines, par exemple, mais également pour les gens qui viennent dans l'espoir de faire venir leur famille et qui n'ont pas de visibilité, malheureusement, avec cette mesure-là. Donc, si je vous ai bien compris, là, cahier de consultation, scénario 2A, 2B, 25-35 000, on a des PME au Québec, dans les régions qui vont disparaître. Le message qu'on envoie à nos entreprises. Je m'excuse de vous interrompre, c'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous remercie tous les deux pour votre contribution à nos travaux.